Attention, l'abus de manga est bon pour l'imagination. À consommer sans modération pour votre santé mentale, lisez au moins 5 mangas par jour. Une lecture vous engage et doit être terminée. Vérifiez vos capacités de lecture avant de vous engager. Ne vous inquiétez pas, tout se passe comme prévu. Si, je vous jure. Mais si.
Il est sérieux, lui. Il a lancé son stream et il est même pas là. Bravo. Bon, installez-vous. Je vais aller le chercher. À tous les coups, il est encore en train de mater du hentai. Oh! Oh, Mangavore! Oh! Bah oui, toi! Je te signale que les gens, ils t'attendent, là. Attention, l'abus de manga est bon pour l'imagination. À consommer sans modération pour votre santé mentale. Lisez au moins 5 mangas par jour. Une lecture vous engage et doit être terminée. Vérifiez vos capacités de lecture avant de vous engager. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans la matinale manga, cette émission sur Twitch où tranquillement ensemble pendant 2-3 heures nous discutons de l'actualité du manga et de l'animation japonaise en France. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes partis du coup pour 2h30, 3 heures à peu près de discussion chill avec de très très nombreux sujets, puisque j'en ai pas moins de 2, 4, 6, 8, 10, ouais, j'ai une douzaine de sujets. On verra ce qu'on aura le temps de débriefer ensemble. Mais sachez qu'on va avoir pas mal de choses à discuter ensemble. J'espère donc que vous avez passé une bonne semaine. Vous avez pu le voir, potentiellement, je n'ai toujours pas
sortie d'épisode de 1 minute pour un manga la semaine dernière. Effectivement, comme je l'ai finalement annoncé sur Blue Sky assez tard, tout simplement mon fils était malade la semaine dernière et j'ai donc dû c'est normal, hein, mais j'ai dû m'occuper de lui, ce qui fait que je n'ai pas eu la possibilité ni de tourner ni de monter cette vidéo, et donc évidemment c'est pour ça qu'elle n'était pas dispo. Je devrais pouvoir normalement, si tout se passe bien, faire ça cet après-midi ou demain. Et donc je devrais pouvoir mettre enfin un nouvel épisode en ligne d'ici vendredi. Voilà, je n'ai toujours du coup pas non plus avancé sur les plans qui me manquent concernant le nouvel épisode de Moi j'aime pas les mangas, consacré, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, qui est consacré au seinen. Néanmoins tout ceci avance, sachez-le. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder de nombreux sujets. Nous allons entre autres parler, puisque c'est la période, nous allons parler de Galette des Rois, évidemment début janvier, après la période des fêtes et de nouvelle année. On rentre très logiquement, puisque les fêtes s'enchaînent les unes après les autres, en particulier en début d'année. Nous rentrons de plein pied dans la période de la Chandeleur. Et donc, qui dit période de la Chandeleur, dit du coup évidemment Galette des Rois. Et en particulier, cette année encore, Intermarché propose une galette des rois Naruto avec pas moins de 10 fèves à collectionner, une couronne spéciale pour l'occasion, ainsi qu'un jeu concours avec, je crois, 1000 € à gagner. Ce n'est pas le plus important, évidemment. Le plus important étant les amis qu'on s'est fait en chemin. Donc nous parlerons de la galette Naruto, nous parlerons à nouveau, je sais vous allez me dire, écoute Sepkun, à chaque émission tu nous bassines avec l'IA générative, mais figurez-vous que j'ai une bonne raison pour le faire, puisque oui, à nouveau, nous allons parler d'IAG, nous allons en parler tout simplement, et bien parce que il y a un collectif qui s'est conçu pour parler justement du problème de l'utilisation de l'IAG dans l'industrie du manga. Nous allons donc en parler tout à l'heure. Nous parlerons peut-être à nouveau, j'en avais parlé très rapidement en fin de stream la semaine dernière, de l'acquisition par Mangetsu des droits du manga ARMS de l'auteur de Spriggan. Nous verrons. Nous n'allons pas évidemment passer à côté de la mise à disposition sur les réseaux par Netflix du trailer de la seconde saison du live action de One Piece. Évidemment, live action qui était attendu, j'ai envie de dire, autant par les fans que par les détracteurs du live, et autant par les fans que les détracteurs du manga et de l'animé. Nous allons donc pouvoir regarder ça ensemble, le décortiquer, voir un peu ce qui a pu faire réagir, aussi bien en termes de respect de l'œuvre originale que d'autres aspects, voilà. Nous parlerons également d'une nouvelle assez récente, nous parlerons donc en fait de l'annonce de la venue très prochaine de Shun Umezawa, l'auteur de Darwin's Project, qui sera présent à Lyon et à Chambéry. Nous parlerons probablement aussi de comment la croissance de Crunchyroll a pu faire évoluer la façon d'aborder les négociations des ayants droit japonais lors de la cession des droits à l'international. Nous enchaînerons sur un autre petit trailer, celui de Kaya-chan Isn't Scary. Nous parlerons de la fin des éditions Omake, ce qui nous permettra peut-être également d'aborder le statut actuel des éditions petit à petit. Nous en profiterons pour voir un autre petit trailer, une annonce, celui de l'arrivée d'un animé pour Historier, un manga de Hitoshi Iwaaki, qui avait déjà eu le droit à une adaptation animée pour son manga Parasite. Nous regarderons le trailer de la saison 2 de Frieren, et nous ferons également un débrief de la Jump Festa, puisque c'est vrai que j'ai pas fait ça en début d'année, mais les fêtes de Noël, c'est toujours le moment où Shueisha organise son grand festival, le Jump Festa, le grand festival autour de toutes les licences issues des magazines Jump, et il y a eu de nombreuses annonces d'animés. Alors on reviendra évidemment pas
sur toutes les suites, les saisons 2, 3, 4, 5, etc. Mais il y a quand même quelques annonces intéressantes. Ça nous permettra justement un peu de faire un petit point, un petit récap de la situation. Voilà, nous aborderons peut-être effectivement des questions d'édition. Ça dépendra de votre prolixité éventuelle durant le stream. Mais voilà, globalement, je pense là que j'ai fait le tour des sujets que nous aborderons. Alors attendez, parce que je voudrais juste vérifier une chose. J'aimerais en fait vérifier si voilà. Alors il me semble effectivement que là il me semble que la technique est meilleure que la semaine dernière et que avec un peu de chance, ça rame beaucoup moins. En tout cas, de ce que je vois, j'ai quand même moins de paquets de paquets perdus sur le réseau. Encore que j'en ai quand même pas mal. Mais je vous avoue que je ne sais pas comment intervenir autrement sur ce paramètre parce que avec ce que j'ai fait, grosso modo. Donc on va bien voir. Néanmoins, normalement, je pense que ça rame moins que les semaines précédentes. À moins qu'il y ait encore d'autres choses que je puisse faire au niveau... Non mais je vois vraiment pas que je pourrais faire d'autres. C'est marrant parce que je vois que le chiffre est en train de monter peu à peu. Donc voilà. Je vous avoue là, voilà, je n'aurais peut-être pas dû regarder ce paramètre parce que plus je le regarde, plus je stresse. Donc bref, on y va et on commence sans plus attendre avec cette histoire de galette. Voilà, vous le voyez donc sur cette photo, Naruto est à la fête à l'occasion de la Chandeleur au sein des magasins Intermarché. Et donc, nous avons donc de magnifiques galettes avec des pochettes associées. Vous voyez, des pochettes sur lesquelles on peut retrouver Kakashi par exemple et Sasuke. Vous avez également les fèves qu'on peut retrouver dans une boîte collector. Donc voilà, les fèves, les voici. Nous avons donc Kakashi, Sasuke, Iruka, Shikamaru, Itachi, Minato, Sakura, évidemment Naruto, Tsunade et Hinata. Bref, une collection des 10 personnages les plus importants de la série. Sélection de personnages qui me paraît somme toute assez raisonnable, honnêtement. Évidemment, on peut toujours chipoter pour dire à la place de telle personne, j'aurais mis telle autre. Mais honnêtement, moi, cela me paraît pas mal du tout. Sachant que donc on a, globalement, on peut considérer qu'on n'a que des gentils. Voilà. Donc, les 10 fèves en question, et effectivement, vous pouvez voir que sur l'Instagram de Intermarché, on annonce effectivement donc les fèves gagnantes se cachent dans 30 des galettes, donc en l'occurrence ça c'est sur le magasin de Saint-Amel, donc j'imagine que c'est dans à peu près tous les magasins participant à l'opération, et donc on peut tenter de remporter 1000 € en carte cadeau Intermarché. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Si vous pouvez et à la fois manger une galette et collectionner des fèves de votre série préférée, mais en plus repartir avec des bons cadeaux, dans une époque d'inflation, j'ai envie de dire que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, donc initiative, moi, que je trouve plutôt sympathique, plutôt, comment dire, assez... je cherche le mot, mais grosso modo, voilà, elle n'est pas nuisible. Voilà, c'est plutôt pas mal, contrairement à certaines opérations où des fois on peut se poser la question, voilà, typiquement, comparé à des opérations de burgers limités, etc., sur lesquelles on peut se poser des questions, puisque ça incite évidemment les jeunes à aller consommer de la malbouffe. Là, effectivement, une galette des rois pendant la période de la Chandeleur, ça me paraît assez inoffensif. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, cela me paraît absolument inoffensif. Et c'est plutôt, du coup, une news, moi, qui m'a fait sourire et que je voulais partager avec vous. Alors, ensuite, effectivement, news... alors, pourquoi est-ce que je ne trouve plus cette news? Bougez pas. Je l'avais réservé, j'avais le lien et tout, et le lien ne marche plus. Très étrange. Ah, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être ai-je mal copié
la chose. Ah, peut-être ils ont refait la news. Toujours est-il que, voilà, Shun Umezawa, l'auteur de Darwin's Incident, ah oui, je crois que j'ai dit Darwin's Project tout à l'heure, autant pour moi, de Darwin's Incident, sera en France, alors cette semaine du coup, hein, techniquement, ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, oui voilà, ah bah non, la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, voilà. Il sera du côté de Lyon et de Chambéry, comme l'indique la news, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y aura donc 2 séances de dédicaces qui auront lieu dans les librairies Momie de Lyon le 19 janvier de 18h30, de 18h à 19h30, pardon, et à Lyon, à Momie-Chambéry, pardon, le 20 janvier de 17h à 18h30. C'est quand même franchement chouette. Et alors, comme l'indique la news de Manga News, l'originalité des séances vient effectivement du fait que seront distribuées des jaquettes vierges sur lesquelles l'auteur fera une dédicace personnalisée. Je trouve ça assez sympa parce que du coup, chaque fan qui aura l'occasion de participer à la dédicace repartira avec une couverture unique et exclusive, évidemment. Et la seule condition qui ne me paraît pas déraisonnable, effectivement, c'est d'acheter le tome 9 qui sortira le 16 janvier. Donc voilà. Il faut directement se rapprocher auprès des librairies. Je ne serais pas surpris que malheureusement, au moment où je vous en parle, eh bien tout simplement, la dédicace soit déjà complète. Je n'en sais rien pour ne rien vous cacher. Et enfin, le mardi 20 janvier à 19h, il y aura également une projection des 2 premiers épisodes de l'adapté qui aura lieu, qu'est-ce que j'ai dit, des 2 épisodes de l'animé, de l'adaptation en animé, c'est pour ça que j'ai dit l'adapté. Donc de l'adaptation en animé, donc est prévu, pardon, au cinéma Astrée de Chambéry. Donc évidemment, puisque l'auteur est sur place, c'est sans surprise que l'auteur prendra la parole ensuite, après la diffusion des épisodes. Et il pourra effectivement répondre, j'imagine, aux questions du public. Donc l'animé qui est disponible sur Amazon Prime Video depuis la semaine dernière. Et apparemment, donc, d'après la news, il y a un doublage français de fort bonne facture, nous dit-on. Pour ma part, je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à vous manifester et à nous en parler. Darwin Project, manga qui donc compte 8 tomes actuellement chez nous. Au Japon, on en est à 10, donc vous voyez qu'on suit, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas hyper à la ramasse. Et effectivement, donc, manga dans lequel on va suivre un personnage mi-humain, mi-chimpanzé, prénommé Charlie, voilà, et qui est donc élevé par des parents humains pendant 15 ans. Et donc la question un peu est de savoir comment il va trouver sa place dans la société et quel est l'avenir possible pour cet être hybride. Voilà, manga à la thématique très intéressante évidemment. Je trouve ça assez intéressant personnellement que avec un auteur de manga et un auteur de manga quand même relativement connu, on est sur un manga publié par Kodansha, on est sur un manga qui a une adaptation en animé, donc on n'est vraiment pas sur un manga obscur, on est sur un manga publié par Kana, donc un gros éditeur aussi. Je trouve ça assez étonnant, et agréablement étonnant même, que la venue de l'auteur ne soit pas du tout centrée autour de Paris, voilà, mais soit vraiment déportée, puisqu'effectivement la venue se fait vraiment sur Lyon et Chambéry, dans la mesure où les dédicaces annoncées sont avec les librairies Momie. On peut imaginer peut-être qu'il y ait un partenariat entre les librairies et l'éditeur. C'est dans ce cas-là d'autant plus intéressant. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire dans ce cas-là que la librairie, en tout cas que la chaîne de librairie Momie se donne les moyens potentiellement d'organiser des venues d'auteurs japonais en France. Alors peut-être que l'auteur était, je sais pas, invité dans un autre salon pas loin, hein, et que ça limitait les frais, j'en sais rien. Et ça veut également aussi dire que la librairie, la chaîne de librairie, a su montrer patte blanche auprès de l'éditeur, dans ce cas-là. C'est donc vraiment, vraiment intéressant. Attendez, je suis en train de regarder pour voir si par hasard Shun Umezawa serait quelque part au même moment, pour savoir si
la venue en France est liée à quelque chose. Alors, est-ce qu'il viendrait pas en Italie? Eh bien si, il vient en Italie dans la foulée, apparemment. Eh bien, salut Rude. Effectivement, Shun Umezawa, donc à nouveau, auteur de Darwin Incident, sera également... bougez pas, ça c'est avec celle-là, si je dis pas de bêtises, voilà. Vous pouvez le voir, il sera donc il sera aussi à Turin, eh bien, du 22 au 24 janvier 2026. Pof, 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 pof. Au revoir les cookies. Est-ce qu'on peut traduire? Tac. Traduire en français, oui, tant qu'à faire. Alors, la bande dessinée japonaise n'est pas seulement un divertissement, mais un langage complexe, capable de raconter la société. Oui, bon, blablabla. C'est dans cette prise de conscience qu'est né Into Manga, A Critical Path in Manga Studies, une conférence internationale dédiée à l'étude et la diffusion du manga en tant que phénomène culturel, artistique et de communication. Donc ça se tiendra dans l'équivalent un peu de l'INALCO de Turin. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, il y aura Deborah Chamoun, qui est donc experte sur le sujet des langues, je ne sais pas quoi, en tout cas qui vient de l'université de Singapour, et donc Shun Umezawa, l'auteur de The Darwin Incident. Et bah écoutez, je trouve ça plutôt pas mal, quoi qu'il en soit. Le fait que sa venue en Italie ait pu être, qu'il ait pu y avoir une synergie entre sa venue en Italie et une dédicace à Lyon et à Chambéry au passage, je trouve que c'est franchement pertinent et même plutôt malin. Donc du coup, c'est plutôt cool. J'espère que d'autres organisations comme ça se passeront. Moi, je trouve ça chouette. Est-ce que le manga se vend bien? Je vois plus grand monde en parler. À vrai dire, Rude, je sais pas bien. Est-ce que le manga se vend bien? C'est toujours délicat d'avoir ce genre d'informations parce que les chiffres de vente sont pas publics et qu'ensuite l'éditeur, il va rarement dire « Ah là là, ça se vend pas du tout », surtout quand c'est un manga encore en cours sur lequel il a peut-être espoir de faire monter quelque chose. Évidemment, quand il est établi depuis longtemps qu'un manga se vend mal, l'éditeur arrête de faire semblant quand on lui pose la question. Par exemple, effectivement, Tonkam, à un moment donné, expliquait que Talulu le magicien se vendait mal parce que effectivement, il n'y avait plus aucun espoir, entre guillemets. De la même façon, interroger sur la question tout en trouvant la bonne façon de le faire. Chez Vega, on n'essayait pas de prétendre que Zozo Zombie était un carton. Voilà. Néanmoins, avec The Darwin Incident, je t'avoue que je ne sais pas, mais que j'aurais tendance à penser que ça se vend pas très bien. Pourquoi est-ce que j'ai tendance à penser ça? Tout simplement parce que, à nouveau, comme on le sait, le marché du manga actuellement est vraiment structuré autour des très gros titres, et en particulier du shonen action. Et salut à toi, Shoji. Et du coup, on sait bien que les titres un peu middle, c'est particulièrement dur pour eux. Or, même s'il a un animé, d'abord l'animé vient à peine de commencer, donc évidemment l'impact il va prendre un peu de temps avant de se sentir. Rajoutons en plus que l'animé est disponible sur Amazon Prime, ce qui n'est pas la plateforme la plus... avec le plus gros rayonnement, évidemment, surtout en particulier autour de l'animé. Ce n'est pas non plus la plateforme la plus active en termes de marketing et donc en termes de promotion, et donc à nouveau en particulier autour de l'animé, ce qui est normal, hein, Amazon étant d'abord une plateforme de commerce en ligne, ils font tout leur marketing là-dessus, et ensuite sur leur plateforme de vidéo, ils misent principalement sur les très très grosses séries. Donc effectivement, ils communiquent par exemple autour de The Boys et donc du spin-off dont j'ai oublié le nom mais que j'aime bien en plus. Bref, voilà. Donc du coup, la diffusion d'un animé de The Darwin Incident peut avoir évidemment un impact, mais il est probablement moins fort que si l'animé est considéré comme une tête de pont sur une plateforme spécifique comme Crunchyroll ou ADN. Et à nouveau, il vient à peine de commencer. Donc je pense que pour l'instant, le manga ne doit probablement pas être un gros succès. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un four, hein, mais je pense pas en tout cas qu'on puisse considérer qu'ils se vendent bien. Peut-être que l'avenir et ou l'éditeur me donneront tort.
Donc en tout cas, si vous êtes dans la région de Lyon ou de Chambéry la semaine prochaine, ça vaut peut-être le coup d'essayer de contacter les librairies Momie pour voir s'il reste de la place dans les séances de dédicaces. On continue. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Et justement, on va rentrer de plein pied, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. Vous allez encore me dire que je ne fais que parler d'IA encore et toujours, et je vous assure, c'est pas ma faute. Mais il se trouve que Le Figaro vient de faire il y a quelques jours un article. Oh, on va passer en plus gros, ça va être mieux. Voilà. Article qui s'intitule donc Hashtag Comics sans IA, les artisans du manga se mobilisent contre l'intelligence artificielle. Voilà, article publié par Arthur Baillon il y a 4 jours. On va le lire ensemble et on va en parler. Le collectif La Bande Illustrée, constitué de traducteurs, lettreurs et correcteurs de bandes dessinées asiatiques, du coup je corrigerai par traductrice, lettrerice et correctrice quand même parce qu'il y a les deux, publie un manifeste pour sensibiliser les lectrices et promouvoir leur savoir-faire menacé. Voici un chapeau qui m'a l'air de plutôt bien résumer pour le coup le contenu de l'article. Voilà. La peur de l'IA monte chez les traductrices, les lettrerices et les correctrices, assure Anaïs Cochelin, l'une des membres de la Bande Illustrée. Créé en juin 2025, ce collectif lance jeudi 8 janvier 2026 un manifeste et un hashtag Comics sans IA, alertant sur les menaces que les intelligences artificielles génératives font peser sur ceux qui adaptent en français les BD japonaises, coréennes et chinoises. Depuis le lancement en 2022 de l'agent conversationnel ChatGPT et du programme de création d'images Midjourney, de nombreuses professions s'inquiètent de leur avenir, notamment dans le monde du 9e art. Le fait est que, oui, depuis l'émergence, effectivement, la popularisation de des LLM et de leurs pendants en images et en vidéo, évidemment, vous l'avez vu, on en parle en permanence, et la preuve, c'est vrai que au minimum un stream sur 2 que nous faisons ensemble, je dois aborder le sujet, parce qu'il y a toujours, il y a toujours de l'actu autour, en fait, tout simplement. En 2024, une start-up japonaise annonçait être prochainement capable de traduire en anglais 500 mangas par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume. 5 fois plus vite que sans assistance IA. Une telle technologie permettrait de se passer des traducteurs, mais encore faudrait-il qu'elle soit capable de restituer les subtilités littéraires, les références culturelles et les nuances émotionnelles des BD asiatiques, estime Anaïs Cochelin. Alors effectivement, c'est vrai que en dehors d'autres problèmes qui sont abordés juste après, le fait est que, en tout cas actuellement, l'IA, il faudrait qu'elle soit capable d'abord effectivement de repérer les petites subtilités littéraires, mais effectivement aussi d'être capable de comprendre que quand en fait ces 3 mots sont associés, par exemple, est-ce qu'elle est capable de comprendre un mème ou une référence à un film ou à un roman? Voilà, il s'agit peut-être, par exemple, typiquement, tiens, exemple qu'on retrouvait déjà avec de la traduction humaine à l'époque. Je me souviens avoir lu la première traduction de La Tour sombre de Stephen King, dans laquelle un personnage, je crois que c'est un enfant qui parlait comme ça, ou c'est peut-être un adulte qui parlait comme ça à un enfant, mais bref, qui lui demandait comment ça va, Doc? Voilà, parce que c'était la traduction assez fidèle de l'anglais What's up, Doc? Sauf que What's up, Doc, c'est effectivement, évidemment, une référence à Bugs Bunny. Et que en français, Bugs Bunny ne dit pas quoi de neuf, Doc, mais comment ça va, Doc, mais quoi de neuf, Docteur? Donc, par exemple, typiquement, c'est là où peut-être l'IA, on peut se poser la question de savoir si l'IA est capable de faire ça et sera un jour capable ou pas de le faire. A priori, on en a déjà parlé, mais je pense qu'il est toujours illusoire de considérer qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour des raisons techniques, parce que un jour ou l'autre, la technique, on peut la dépasser. Et effectivement, les nuances émotionnelles, ça, effectivement, c'est un autre débat, de savoir comprendre dans quel contexte un texte est utilisé. Mais là aussi, à mon sens, c'est une question d'expertise technique, plus ou moins, et donc je pense qu'un jour, ça peut être dépassé. Donc toujours pas le bon aspect. Mais bon. Sans parler de la difficulté de maîtriser la compréhension de langues très contextuelles et la narration séquentielle propre au médium, évidemment.
Mais à nouveau, je vois pas pourquoi on pourrait pas envisager qu'à terme, un logiciel de traduction automatique, dédié au manga soit pas capable de prendre la planche dans son ensemble, d'analyser, de reconnaître les dessins, de reconnaître les émotions dessinées sur les personnages et donc de finir par comprendre, en fait, par apprentissage: «OK, là, le personnage, il est content, là, le personnage, il est pas content» et cetera. Bref, à nouveau, même si aujourd'hui c'est pas possible et ça paraît très compliqué, l'aspect technique, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur angle. Mais bon, il n'empêche que c'est une volonté récurrente du Japon, toujours sous l'angle de combattre le piratage, explique la traductrice et cofondatrice du Black Studio. Les maisons d'édition japonaises veulent court-circuiter tout le travail éditorial français. C'est vrai que c'est beaucoup l'angle utilisé. Il y a quelques semaines, justement, je vous parlais de cette news concernant un consortium qui est en train de s'organiser au Japon, qui permettrait de mettre en place une plateforme de diffusion des mangas de manière numérique à travers le monde depuis le Japon, justement en prenant directement les œuvres originales, en les traduisant, entre autres avec l'aide de l'IA et en les proposant sur les plateformes directement. L'idée était d'une part de reprendre le contrôle sur le circuit de diffusion et donc d'augmenter tout simplement les revenus et les bénéfices des maisons d'édition, mais également de proposer des alternatives, justement de proposer les titres à des tarifs concurrentiels pour pouvoir combattre évidemment le piratage. Est-ce que c'est la bonne option? On peut évidemment en discuter. Bon, ça va, on va en parler juste après, donc pas la peine de le reciter. À notre connaissance, donc d'après les journalistes, aucun éditeur français de manga, manhwa ou webtoon n'utilise d'intelligence artificielle dans son travail d'adaptation, pour l'instant. Mais la recherche d'économie dans un contexte économique morose pourrait changer la donne. Des éditeurs tentent déjà de délocaliser leur production dans des pays à bas coût et tentent de faire du lettrage en Inde ou à Madagascar, affirme Anaïs Cochelin. On avait déjà parlé, effectivement, il y avait eu un gros bad buzz, entre autres du côté de chez Vega, lorsque des gens avaient remarqué que certains mangas étaient édités en Inde. Voilà. La bande illustrée aimerait donc que les maisons d'édition francophones se rallient à leur cause. C'est important que les éditeurs se positionnent sans se sentir agressés, sourit la traductrice. Et c'est vrai que moi, en tant que lecteur, j'aimerais bien voir plus d'éditeurs, de maisons d'édition prendre position effectivement et s'engager pour un respect des conditions de travail et des conditions économiques de leurs partenaires. Et c'est des choses, c'est abordé un peu plus loin. Il y en a quelques-uns qui le font, j'aimerais juste qu'il y en ait plus. Pour sa part, le syndicat national de l'édition, donc pour rappel, le SNE, c'est la plus grosse structure de regroupement des éditeurs en France, c'est l'équivalent un peu de la FNSEA dans l'agriculture, enfin pour de la FNSEA de l'agriculture, mais dans le milieu de l'édition. Donc le syndicat national de l'édition se dit engagé au niveau national et européen pour combattre les infractions aux droits d'auteur, tout en affirmant que l'intelligence artificielle constitue également une opportunité. L'assistance à des tâches de production ou encore l'amélioration de la découvrabilité de fonds sont autant de pistes explorées activement au sein de notre métier. Évidemment, le fameux en même temps, c'est un syndicat de patrons. Que pouvait-on attendre d'autre, ai-je envie de dire? Mais c'est normal, c'est leur place en fait. On ne peut pas attendre d'eux une autre position dans la mesure où effectivement il faut bien qu'ils arrivent à ménager, enfin c'est normal qu'ils essayent de ménager la chèvre et le chou. Du côté des dessinateurs de bande dessinée, beaucoup s'indignent du manque d'éthique des prompt artistes, comme ils les appellent du coup, et dénoncent les plagiats de leur travail réalisé par des IA. Donc les prompt artistes, voilà, donc c'est le terme pour désigner ceux qui se considèrent comme artistes, mais qui ne créent, qui ne produisent du contenu que par IA, qu'en utilisant des IA génératives. D'après des messages publiés sur les réseaux sociaux, l'auteur de la série très populaire de bande dessinée québécoise Paul, Michel Rabagliati, a ainsi eu la surprise de constater que l'on vendait des images de sa série réalisées par intelligence artificielle. Peut-on ainsi lire dans l'article La bande dessinée à l'épreuve de l'IA de Jean-Charles Andrieux de Lévy et Sylvain Lemay. L'artiste, avec des guillemets, donc du coup, même dans l'article, ne s'en cache pas, mais puisque l'auteur de ces images se considère responsable de cette création et qu'il en revendique la paternité, aucun montant de la vente n'est reversé au réel créateur de la série.
En même temps, si l'artiste, entre guillemets, fait ça avec plusieurs autres artistes et qu'il n'y a que Michel Rabagliati qui s'est manifesté, bah, finalement, il n'a pas besoin de se cacher puisqu'il reste rentable. En France, la première bande dessinée, la première BD dessinée par IA, Initial A, a été auto-publiée par Thierry Murat en 2023 après le rétropédalage de Delcourt qui devait initialement la sortir, suscitant la polémique. Effectivement. Idem avec Un autre monde, généré en 3 semaines grâce aux instructions de Benjamin Arbeit. Il y a effectivement, je trouve ça assez ironique que le gars s'appelle Arbeit, donc travail, et que il ait sorti sa BD avec de l'IA. Mais bon, j'espère que c'est justement un jeu de mots et que c'est pas son vrai nom, parce que vraiment, sinon, l'ironie est beaucoup trop forte pour moi. Il y a effectivement une vitesse d'accomplissement qui est phénoménale et qui n'a rien à voir avec le véritable travail d'un dessinateur ou d'une dessinatrice. Des produits créés par l'intelligence artificielle viennent donc concurrencer les œuvres des êtres humains sur un marché qui est déjà très plein, s'inquiétait Maya Ben Simon, déléguée générale du syndicat national des auteurs et des compositeurs sur Radio France. Alors oui, alors j'espère que la citation là est incomplète, parce que c'est d'autant plus normal que la vitesse d'accomplissement soit phénoménale et n'ait rien à voir avec le véritable travail d'un auteur ou d'un dessinateur ou d'une dessinatrice, dans la mesure où c'est un travail qui est effectué en pillant justement et en apprentissage en amont justement du travail effectué par les dessinateurs ou les dessinatrices. C'est évident, de la même façon que, toute proportion gardée évidemment, mais ça prend beaucoup moins de temps de faire un plat quand on se contente de suivre une recette que quand il s'agit d'essayer justement de découvrir et de tester par itération et de dire: «Ah, qu'est-ce qui se passe si je mets ça? Ah bah non, en fait, c'est dégueulasse, je jette, je recommence. Et qu'est-ce qui se passe si je mets ça? Ah, ça, c'est pas mal», et cetera. Bah, évidemment, ça me prend plus de temps que si on se contente de dire: «Ah OK, 30 grammes de muscade, je mets 30 grammes de muscade. Ah, il faut un oignon, hop, je coupe un oignon». Donc bon, à nouveau, c'est important de garder en tête que c'est pas juste une question de technique, c'est justement aussi une question de vol du travail. Le collectif La Bande Illustrée va maintenant commencer un grand travail de sensibilisation auprès du grand public et des travailleurs de la bande dessinée asiatique, notamment via des tables rondes. Leurs ambitions sont larges: diagnostiquer l'état du milieu et en tirer des statistiques fiables, proposer des informations pratiques, mettre en valeur de bonnes pratiques et bien sûr promouvoir leur savoir-faire humain. Évidemment. Évidemment, hein, le collectif étant justement constitué de traductrices, de maquettistes, etc. etc. Évidemment, leur idée, c'est d'une part de effectivement informer, etc. machin, et donc aussi de promouvoir leur savoir-faire pour justement continuer à essayer d'obtenir du travail et qu'ils soient rémunérés correctement. C'est évidemment normal. Dans une même dynamique, le label Fabrication Humaine, créé par Pascal Schind, apposé pour la première fois sur sa BD Bunkerville en 2024 et tout récemment sur le nouveau Dans la tête de Sherlock Holmes, souhaite lui aussi valoriser le travail des hommes et des femmes face à la déferlante de l'art, à nouveau entre guillemets dans l'article, généré par IA. Idem pour le label Handmade de l'éditeur Morgan, dont le premier titre, Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Daumont, sort ce 14 janvier. La résistance est en marche. Effectivement, le label Handmade, on en avait parlé ensemble. On l'avait vu, et c'est un label qui d'ailleurs justement est laissé, alors je ne sais plus si c'est dans le domaine public, mais en tout cas qui est libre de droit, de façon à permettre à n'importe quel éditeur de pouvoir s'en servir également pour promouvoir son travail effectué uniquement par des humains, et c'est plutôt une belle chose. Donc bon, évidemment, on n'a pas appris grand-chose dans cet article, puisque c'est des sujets dont on a déjà parlé. Néanmoins, comme ça, on voit à nouveau, comme le dit très bien l'article dans sa conclusion, que la résistance s'organise. Donc voilà, d'une part, on a ce collectif qui s'organise et qui va faire des actions de communication auprès des professionnels et j'imagine du grand public, mais on a évidemment les auteurs et ou les éditeurs, certains, qui du coup mettent en place de la communication avec des labels ou ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. On verra comment les choses vont évoluer, mais le fait est que c'est un sujet qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. C'est pour ça que, c'est pour ça que j'en parle quasiment à chaque stream, parce que malgré tout, c'est pas juste une marotte de ma part, c'est à mon sens un sujet vraiment important
dans l'industrie du manga, enfin déjà dans l'industrie culturelle tout court, mais du coup a fortiori également dans celle du manga. Donc voilà. Allez, j'ai beaucoup parlé, je vais faire une petite pause et on va se regarder une bande-annonce. On va se regarder le trailer de la saison 2 de One Piece, le live action de Netflix, et ensuite on en parlera. At first they were merely a rumor, a dark whisper. They are Baroque works. They're an organization of assassins. Joseph Leur. It's the absence of hope. You will never find the One Piece. My friends. Together. There's nothing we can't take on. So you're a captain of the Straw Hat Pirates? Monkey D. Luffy. You might think you're unstoppable, but your friends aren't made of rubber. You've gotta be. These guys are unstoppable! Now's my turn. Good luck. Voilà. Et bah écoutez, on va aborder deux sujets. On va aborder déjà la fidélité au manga, et puis après, on va aborder l'aspect effectivement référence au manga, et puis après on abordera ce qui fait réagir ou pas les gens en dehors sur le trailer. Moi, ce que je trouve, honnêtement, globalement, c'était pas très français comme phrase, mais mon avis sur la question, c'est que c'est une série plutôt fidèle. Je suis désolé, mais quand je regarde ce screenshot, par exemple, où donc on voit Miss Wednesday, je sais plus. C'est Vivi, ça, à côté, je sais plus. Oui, c'est Vivi, si je dis pas de bêtises. Mr. 3, et je sais plus comment il s'appelle, le tocard, là, avec ses crottes de nez. Somme toute, je les trouve très fidèles au manga. Que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les attitudes. Donc du coup, je trouve que là-dessus, c'est assez difficile d'attaquer tout simplement, d'attaquer les créateurs. On est vraiment sur un travail, on voit justement que Oda est pas loin et que du coup, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Alors, à quel point est-ce que c'est dû aussi au fait qu'ils ont envie d'être fidèles? J'en sais rien, voilà, bien malin qui pourrait répondre. Mais vous voyez, on a pareil à nouveau là cette espèce de chat ou je sais plus, de marmotte en pyjama qui est sur un vautour et qui tire avec ses flingues. Bref, on est hyper fidèle au manga. Et en plus, regardez là, on se remet le truc, je coupe le son, mais bon, c'est plutôt pas trop mal en fait. Ça tient la route. C'est pas honteux, moi je trouve, comme résultat. Les CGI sont quand même très corrects. Après, évidemment, il faudra voir à côté. À côté de ça, il y a deux problèmes. Alors voilà, par exemple, tiens, on va se remettre ce petit extrait. Voilà, là, le type avec sa couronne et ses épées. Bon, il y a 2-3 passages, forcément, qui, comme d'ailleurs dans la première saison, donnent un petit côté série de cosplay. Voilà. Et c'est un peu, pour moi, le souci avec cette série, c'est qu'on oscille entre le très bien et les fils sont trop visibles, les costumes sont trop bancals. Et en même temps, dans le cadre d'une série, à moins d'avoir un budget pharaonique, ça me paraît assez compliqué de pas avoir ce problème en fait. Non mais c'est ça en fait, les paquets perdus, ça continue de grimper au fur et à mesure.
Et là, ça ressemble plus à rien, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression que je perds un paquet sur 3. Attendez, je vais voir si je peux corriger ça. Eh ben non, parce qu'évidemment, comme je suis en plein stream, je ne peux pas changer ces réglages. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Faudra que je regarde ça un peu plus en détail. Enfin, je l'avais déjà fait, mais manifestement, ça ne suffisait pas. Néanmoins, et oreille en plus. Oula, c'est honteux d'avoir fait cette blague, hein, je suis désolé. Néanmoins, effectivement, ça pose un souci. Je sais pas si ça rame chez vous, si ça saccade, si ça lag, mais je crois bien effectivement que là, le résultat doit pas être ma boule. Je regarderai le replay, mais là, ça me paraît un peu compliqué. Bref, la série en tant que telle, ça rame un tout petit peu. Bon bah écoute, très bien, on va continuer comme ça dans ce cas-là. Merci, merci de ton retour, Shoji. C'est fou parce qu'effectivement, moi quand je regarde sur OBS, je vois un taux de paquets perdus de 32%. Donc c'est un peu scandaleux. Faut que je regarde, je finirai bien par trouver. Donc, honnêtement, pour en revenir à ce que je disais sur cette série, je trouve le résultat très fidèle à l'œuvre d'Oda. Et c'est à la fois son point fort et à la fois sa faiblesse. C'est évidemment à la fois son point fort parce que du coup c'est inattaquable là-dessus en termes d'adaptation. Et en échange, ça donne à certains moments des aspects assez grotesques à la série, parce que soit le costume est beaucoup trop... le costume ou l'attaque ou la pose sont un peu trop exagérés pour des vrais personnages dans la vraie vie, et enfin en tout cas en rendu en prise de vue réelle, soit tout simplement parce que bah oui, le budget ne suit pas. Donc on va voir ce que ça va donner en réel, parce que là on a une toute petite bande-annonce, mais comme normalement une bande-annonce c'est censé concentrer le meilleur de toute la série, effectivement c'est compliqué de se dire, là ce qu'on voit, ce n'est pas le reflet de ce que la série va offrir de bien. Donc voilà, et à nouveau, j'ai vu dans la bande-annonce des passages très bons, et j'ai vu 2-3 passages qui, bah oui, à nouveau avec des vrais personnages, ça fait bizarre. Que ce soit le type avec sa couronne et ses 2 grosses épées, ou que ce soit, j'ai oublié son nom, mais le bras droit de Vivi cache des flingues dans ses cheveux, c'est quand même pas ma boule. Et évidemment, en plus, cette saison 2, c'est la saison dans laquelle on doit voir apparaître Chopper. Et là aussi, eh ben, je suis curieux de voir comment tout ceci va se passer, parce que Chopper, il est tout en image de synthèse, quoi. Et c'est là où on va voir si le budget de la série suffit ou pas. À côté de ça, on a évidemment toutes les polémiques habituelles qu'on a sur toutes les séries maintenant depuis une dizaine d'années. C'est ça, à savoir la couleur de peau des personnages. Et là, j'ai envie de dire vraiment, mais quelle fatigue, quelle flemme vraiment. Parce que tout l'arc de Baroque Work est organisé autour de Alabasta, qui est un pays clairement d'inspiration nord-africaine. Je veux dire, on a un désert, on a des personnages qui portent des turbans, qui se déplacent en chameau, etc. Tout ce que vous voulez. On est clairement dans une inspiration de pays qui se situent en Afrique du Nord ou subsaharienne. En tout cas, clairement, pas du tout en Europe. Donc oui, effectivement, les personnages qui ont été castés, entre autres, sont des personnages racisés, en tout cas des personnages non blancs. Et non, dans le manga, ce ne sont pas des personnages non blancs nécessairement. Sauf que, eh ben, en fait, ça n'a rien à voir. Parce que on est d'une part dans des dessins, et là on est dans la vraie vie, et c'est bien d'apporter de la diversité dans la vraie vie, parce que quand on voit des vrais acteurs et des vraies actrices, et bien là on se représente des personnages, alors que bon bah personne ne enfin on n'a pas besoin de ressembler à Luffy ou à Goku, enfin personne ne ressemble ni à Luffy, ni à Goku, ni à Zoro, donc ce ne sont pas du tout les mêmes ressorts qui agissent, et puis surtout One Piece, c'est un manga qui a commencé maintenant il y a 30 ans.
Donc en 30 ans, on a évolué, l'auteur potentiellement aussi a évolué sur ses postures, donc peut-être aussi qu'on peut lâcher du lest là-dessus, et surtout, je rappelle à nouveau que Oda est impliqué dans l'œuvre, donc si ça pose pas de problème pour Oda que Vivi soit jouée par une personne noire de peau, et en fait peut-être qu'on peut respirer et passer à autre chose, parce qu'à nouveau, en fait, un personnage n'est pas caractérisé uniquement par la couleur de sa peau, en fait. Et globalement, ce n'est vraiment pas un trait caractéristique du personnage. Donc bon, voilà. Ceci étant dit, je clôt le dossier et j'attends avec impatience la sortie de la série qui arrive, alors j'ai fermé le truc avant donc je ne sais plus, mais qui arrive dans pas si longtemps que ça. Je sais pas. Déjà. Alors, le 10 mars. Le 10 mars. Donc on a, voilà, vous voyez, 2 mois encore à attendre avant de voir ce trailer. Ensuite, continuons. Alors ça, on en a parlé, Eh bien, changeons complètement de cap et revenons dans l'édition pour aborder un sujet beaucoup moins rigolo, à savoir la fin des éditions Omake. Effectivement, cela faisait près d'1 an que les réseaux sociaux de la marque étaient aux abonnés absents. On comprend un peu mieux pourquoi, d'autant qu'effectivement de nombreux titres étaient en sold out sur leur site internet. Eh bien, les éditions Omake ont tiré leur révérence, puisque la société est fermée définitivement et radiée depuis le 2 octobre 2025. Voilà. Donc Omake, on avait d'une part des livres, on avait des livres autour de la culture du jeu vidéo, puisque c'était justement ce par quoi Omake avait commencé, société fondée en 2010 par Florent Gorge. Voilà. Et au travers de ces livres et d'autres projets très intéressants, voilà, il y avait également le label Omake Manga, dans lequel, du coup, ils éditaient des mangas en rapport, là aussi évidemment, avec le jeu vidéo. On avait eu tout un tas de trucs très très chouettes comme ça. Eh bien, pour autant, ça y est, la boîte a fermé, et donc tant pis pour les mangas qui avaient été annoncés fin juin 2024, pardon, et qui finalement ne seront et ne sortiront jamais. On se pose du coup également des questions autour du label Kotodama, puisque courant décembre, les éditions Petit à Petit ont annoncé être alors attendez que je dise pas de bêtises. Hop. Là, dans l'actu, voilà, en redressement judiciaire. Je voulais être sûr d'utiliser le bon terme. Donc voilà, on va regarder cette news aussi. Évidemment. Voilà. Pourquoi se met-on en redressement judiciaire? Pour figer la situation en gelant ses dettes susceptibles d'être l'objet d'un étalement dans le temps et en évitant d'aggraver la situation. Cela permet de trouver une solution sans une pression immédiate. La situation est garantie par un administrateur judiciaire qui veille à la bonne marche du fonctionnement de l'entreprise en attendant qu'une solution soit trouvée. Donc voilà, là-dessus, justement, voilà, ici c'est aussi mis. Voilà Olivier Petit, le fondateur du label, donc, qui explique: tout est organisé, tout est prévu pour qu'un repreneur nous permette de poursuivre l'actualité de la maison d'édition avec sa ligne éditoriale, avec une partie de son équipe, avec ses auteurs, pour que l'ensemble des droits d'auteur soient réglés et que l'on reparte sur de bonnes bases afin de poursuivre notre aventure éditoriale qui se démarque dans le paysage de la bande dessinée actuelle. Donc voilà, on va bien voir ce qui se passe. Et d'autant plus effectivement que il y avait donc ce tout jeune label Kotodama qui avait été lancé, et donc nous verrons bien ce qui se passe dans le futur. Restons dans le business avec cet article très intéressant de Anime Corner. Alors, attendez. Voilà. Donc article en anglais que je vais vous traduire du coup sur le vif, à nouveau, voilà. Donc le producteur d'animé de chez Kadokawa, un des producteurs majeurs de chez Kadokawa, annonce que la domination américaine par Crunchyroll les a amenés donc à avoir des négociations plus prudentes
au sujet des prix. Voilà, l'article qui date du mois d'août sur lequel j'étais passé à côté duquel j'étais passé, et donc on va revenir dessus parce que le sujet est intéressant dans le contexte actuel dans lequel on est. Le contexte actuel dans lequel on est, wow, la vache. Et j'annonce que je vais faire de la traduction. Et bien disons heureusement que c'est pas mon métier. Alors le sujet des services de streaming nord-américains d'animés, en particulier Crunchyroll, a émergé dans un nouvel interview du Toyo Keizai avec le cadre, le responsable en chef des animés de chez Kadokawa, Daijo Kudo, qui discutait de l'état du business des animés à l'étranger de cette société et les stratégies de croissance. Voilà. Kudo expliquait que effectivement le boom perçu des revenus des revenus de la part des agents de streaming américains n'est plus ce que l'on pense qu'il est, n'est plus ce qu'il était. Voilà. While overseas anime sales revenue on the whole has been growing for years, the change in the US streamer landscape have led to an increased sense of uncertainty among selling titles overseas. Donc voilà, tandis que le chiffre généré par les ventes d'animés à l'étranger au global a grossi d'année en année, eh bien le changement du paysage, les changements dans le paysage des agents de streaming aux États-Unis a amené un sentiment accru d'incertitude au sein au sujet des ventes des titres à l'étranger, justement. La fusion, entre autres, de Funimation et Crunchyroll et l'affaiblissement de High Dive Sentai Filmworks comme service de distribution sont, entre autres, les raisons à invoquer principalement. Voilà. Pour être honnête, je pense que les choses sont légèrement différentes maintenant en rapport avec les demandes, l'augmentation des demandes pour la distribution à l'étranger et des avances sur droits plus importantes. Entre Funimation, Crunchyroll et Sentai, l'impression était que les droits, les avances sur droits étaient en croissance. Cependant, avec l'affaiblissement du service de distribution de vidéos de Sentai et the composition of the buyers is becoming... Voilà, du coup, la distribution le paysage des distributeurs devient plus comme d'un côté Crunchyroll et ensuite tous les autres. Et du coup, mon impression, c'est que on doit passer plus de temps pour faire des négociations plus prudentes au sujet des prix d'achat. Le changement dans cette dynamique de pouvoir des services de streaming américains a amené à plus de difficultés à vendre les droits de distribution et à recevoir en échange, évidemment, en tout cas à générer des revenus. Au sein de l'industrie, voilà. Au sein de l'industrie, il y a des œuvres sur lesquelles, en fait, quand Crunchyroll n'achète pas les droits de distribution, eh bien les revenus le CA généré sur la distribution à l'étranger, les droits à l'étranger ne sont tout simplement plus garantis, ne peuvent plus être prédits. Voilà. Et en ce qui concerne justement les œuvres produites au sein de notre entreprise, donc Kadokawa, j'imagine, nous essayons d'éviter de nous retrouver dans une situation... On essaye d'éviter d'être dans cette situation en prenant des décisions seulement après avoir vraiment prudemment envisagé une stratégie de sortie dès le début de la phase de planning. Donc vous voyez que du coup, le changement du paysage des plateformes de streaming américaines a amené les producteurs d'animés à réfléchir tout en amont, effectivement, des stratégies de sortie quant à l'animé. Est-ce qu'on le produit, est-ce qu'on ne le produit pas, est-ce qu'on produit des suites ou pas, en fonction de est-ce qu'on va avoir ou non une distribution à l'étranger. On est vraiment rentré dans un système qui est très différent d'il y a une vingtaine d'années, ou plus évidemment, où à l'époque, les animés n'étaient vraiment produits que qu'en tenant compte du marché domestique. Le Japon était la seule chose qui intéressait les producteurs d'animés
enfin en tout cas la chose principale, et les ventes de droits à l'international, c'était du bonus. Aujourd'hui, comme nous le dit du coup ce cadre de Kadokawa, manifestement, la vente des droits à l'international, et donc en particulier au marché américain, parce que c'est le plus gros marché en termes de taille, surtout sur le streaming, et bien tout simplement, cette part dans les revenus totaux générés par la production de cet animé est telle que, eh bien, la prédiction quant à savoir si les droits seront vendus ou pas peut carrément influer sur le destin d'un animé. Ce qui est quand même assez... ce qui est vraiment un changement de paradigme total, en fait. Voilà. Ce qui suggest that there may be niches within anime. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Donc ça, évidemment, ça suggère, et dans ce cas-là, qu'il pourrait y avoir des niches pour certains animés, pour d'autres plateformes, voilà, qui pourraient acquérir des droits et se construire une réputation, en fait, se construire un modèle économique fiable, grosso modo, avec leur fandom. Voilà. Netflix, par exemple, qui domine le marché à l'international en termes de part de marché, donc et de ses revenus, qui se le partage avec Crunchyroll, et typiquement, ça les intéresse assez peu. Ils ne prennent que très peu de titres, eux, par saison. Et donc, en particulier, il y a un genre que Kadokawa sait être difficile à vendre à des entreprises de streaming américaines comme Crunchyroll, et c'est le Boys Love. Les animés de Boys Love, ils savent très bien qu'ils vont avoir du mal à le vendre. Donc Kudo was asked about what company on the anime planning side need to be conscious when adapting Crunchyroll. Donc voilà, effectivement Kudo, donc on lui a demandé si les entreprises devaient faire attention justement à être conscientes de ça au moment d'adapter des animés, et donc est-ce qu'ils devaient s'adapter à la politique d'achat de Crunchyroll, et donc lui il répond within aligning with a content acquisition strategy to some extent, it's important to consider an exit strategy for each IP. For example, when discussing an anime adaptation for a Boys Love work, it's not that there aren't any fans, but securing revenue with North America through platforms like Crunchyroll would not be easy. So the strategy would be to focus on markets in Asia and Japan, as well on merchandise sales. Donc voilà, là il le dit clairement. Hein. Voilà. Tandis que effectivement, c'est important jusqu'à de s'aligner sur la stratégie d'acquisition de contenu de Crunchyroll jusqu'à un certain point. C'est important aussi de considérer une stratégie de sortie pour chaque IP, donc pour chaque propriété intellectuelle, donc pour chaque licence pour eux. Voilà. Et donc par exemple, quand ils discutent en interne de l'adaptation ou non d'un animé issu d'une œuvre en Boys Love, et la question n'est pas de savoir s'il y a des fans ou pas aux États-Unis, mais en fait de savoir, enfin s'il y a des fans ou pas, mais surtout de sécuriser. Mais c'est surtout que sécuriser des gains financiers à travers des plateformes de streaming nord-américaines comme Crunchyroll, en fait, ça sera pas facile. Donc, du coup, la stratégie doit être de se focaliser sur d'autres marchés comme l'Asie et le Japon, et aussi donc de générer des ventes de merchandise, effectivement. Donc on voit bien, effectivement, on voit complètement qu'il y a deux stratégies. Soit ton produit, il est mainstream, tu peux le vendre aux États-Unis et c'est avec ça que tu vas faire ton chiffre. Soit tu sais que tu vas pas pouvoir le vendre aux États-Unis, et donc ce qui va driver la capacité ou pas à en faire un animé, c'est est-ce que tu vas pouvoir vendre du merch auprès des fans hardcore dans des marchés comme le marché japonais ou les pays asiatiques autour, sur lesquels tu espères pouvoir justement encaisser des thunes auprès du fandom. Donc Kudo indique que Kadokawa maintient de bonnes relations avec Crunchyroll et Aniplex, qui font donc tous les deux parties du groupe Sony, voilà, et envisage même des collaborations plus intenses, plus engagées dans le futur. En même temps, ce qui est logique, puisque comme indiqué dans l'article, Sony a acquis plus de parts dans Kadokawa récemment, effectivement, acceptant une stratégie, une alliance
en termes de stratégie et de capital, voilà, pour voir grosso modo grossir des alliances et des productions communes en termes d'IP. Voilà. Donc voilà, vous le voyez, c'était ça dont je voulais parler, c'est ça que je trouvais intéressant dans cet article, c'est qu'on voit bien que plus une plateforme est hégémonique et plus elle impose en fait son mode de fonctionnement au marché dans lequel elle est. Vous voyez? De la même façon que, toute proportion gardée, dans le marché du manga en France, le fait que le shonen manga d'aventure soit le genre hégémonique, ça amène tout le monde à essayer de sortir du shonen manga, sauf à vouloir rester dans une toute petite niche en se disant bah moi je fais pas spécialement de shonen manga, mais justement je suis connu pour faire du manga d'auteur, pour faire ceci, pour faire cela. Et bien de la même façon, et de manière encore plus évidente, du coup, puisque là on parle d'un côté d'un client et de l'autre côté de fournisseur, quand vous avez une plateforme de contenu qui devient peu ou prou hégémonique, et bien du coup, les stratégies de production du contenu que pourrait acheter, enfin de contenu, voilà, et ben sont fortement impactées par cette plateforme, puisque du coup, votre quasi seule porte de sortie et donc de financement, de rentabilité pour produire un animé devient cette plateforme. Et donc dès lors qu'elle décide qu'elle préfère tel genre mais qu'elle ne veut pas tel autre, eh bien c'est ça qui va déterminer si vous allez produire ou non un animé. Alors effectivement, Crunchyroll n'étant pour l'instant, Crunchyroll et Netflix n'étant hégémoniques sur l'animé que dans les pays occidentaux, il y a encore toute une économie parallèle, on va dire, pas dans le sens habituel, mais vraiment tout simplement parce qu'elle se passe à côté, qui existe, à savoir tout le marché asiatique et le marché japonais, qui permet encore d'offrir d'autres portes de sortie si vous voulez quand même produire un animé tout en sachant que Crunchyroll ou Netflix n'en voudront pas. Mais plus ces plateformes vont grossir, et moins ces autres options seront viables. Et le fait est que dans la mesure où Crunchyroll appartient à Sony et que Sony est en train de prendre le contrôle de Kadokawa, on peut encore se poser la question de savoir si dans le futur, Kadokawa pourra encore adapter des licences en animé sans avoir comme unique fenêtre de tir la diffusion chez Crunchyroll. Parce qu'évidemment, ça va amener sinon à une sorte une plus forte encore uniformisation des contenus produits. Et ça, évidemment, c'est jamais une bonne chose dans un marché. Donc voilà, sujet que je trouve personnellement assez intéressant. Et puisqu'on parle d'animé, on va juste regarder un nouveau trailer parce que après tout ça, moi, il faut que je repose ma gorge un tout petit peu. Donc je vais au moins prendre ce temps pour me reposer. On a tourné. Et donc voilà, c'est un nouveau trailer de l'anime Kaya-chan wa Kowakunai, Kaya-chan Isn't Scary, animé donc qui va commencer prochainement au Japon et dont la diffusion devrait débuter également
sur Crunchyroll, animé dont le pitch personnellement me fait beaucoup rire puisque nous suivons une jeune fille au jardin d'enfants qui est donc considérée comme une terreur parce qu'elle n'hésite pas à faire tomber ou à pousser ou à mal parler à ses camarades de classe, donc tout le monde pense qu'elle est très méchante, alors qu'en fait c'est une médium qui voit les horribles fantômes qui pourraient faire du mal à ses camarades de classe, et que donc elle les pousse pour éviter qu'ils soient blessés, et ensuite elle s'occupe de défoncer les fantômes puisque c'est la médium la plus forte du monde. Voilà. Animé à suivre donc très prochainement, comme je vous le disais, aussi bien, tout simplement sur Crunchyroll. Voilà. On en parlait, la transition me paraissait toute trouvée. Je ne sais pas si l'animé vous interpelle ou pas. Ah. Ça, on en a parlé. Effectivement, là, on va assez vite. Du coup, on perd assez peu de temps en discussion, ce qui est pas mal aussi en soi. On reste avec un nouveau trailer, d'autant plus surprenant que forcément on l'a pas tous vu venir. Donc un animé qui débarque prochainement chez nous, on n'a pas encore la date, mais voilà. En animé de Historia, le manga de Toshi Iwaki, auteur de Parasite. Pour l'instant, on n'a aucune info concernant une éventuelle date de diffusion ou quoi que ce soit, mais voilà, on sait qu'un animé arrive, on a un tout petit trailer, manga de 12 tomes actuellement, manga encore en cours. On va bien voir ce que ça va donner, et donc c'est amusant de voir que le manga est donc adapté en animé, d'autant que le thème, pardon, je ne sais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup je veux me la jouer, Historia, oui, pas Historia, hein, pardon. Le thème est assez atypique, voilà, donc on suit la jeunesse d'Eumène de Cardia, celui qui deviendra le premier secrétaire d'Alexandre le Grand. Quand même un thème assez atypique, et qui va permettre de voir de belles choses. J'avoue que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je ne serais pas surpris de le voir débarquer lui aussi sur Crunchyroll. Je ne sais pas si c'est un manga que vous suivez ou pas. Enfin, je veux dire, pardon. C'est un thème qui vous intéresse ou pas. Et je ne sais pas si l'animé, vous avez envie de le regarder ou pas. Mais je trouve ça assez chouette. J'aime bien ce genre de choses qui sortent un peu justement de l'ordinaire. Et puisque nous sommes dans le monde de l'animé, on va en profiter pour continuer avec un récap de la Jump Festa 2026. Donc pour rappel, la Jump Festa, qu'est-ce que c'est ? La Jump Festa, c'est le festival organisé par les éditions Shueisha. C'est donc vraiment un festival... c'est comme quand Dupuis organise le festival Spirou, hein, grosso modo. Sauf qu'eux, ils font ça, je crois, dans leur parc d'attractions. Mais donc, la Jump Festa, ça s'organise à Tokyo. Je sais plus où c'est, je crois pas que ce soit au Tokyo Big Sight, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est un événement qui se tient pendant 2 jours, qui est gratuit d'accès, si je dis pas de bêtises, mais ce qui est normal parce qu'ils ont énormément de produits dérivés à vendre sur place, et donc une sorte de Japan Expo, mais entièrement consacrée aux licences issues des magazines Jump, donc principalement le Shonen Weekly Jump, hein, voilà. Pas tout à fait que, mais quand même très principalement. Il y a donc eu énormément d'annonces, évidemment, que ce soit autour d'Assassination Classroom, de My Hero Academia, de Mission Yozakura Family, de Kaiju numéro 8, etc. On va pas revenir sur tout, mais on va s'arrêter sur 2-3 choses intéressantes. Je vais pas mettre en grand parce que là on s'en fiche, donc évidemment ça nous parle un peu de My Hero, mais peu de choses à dire. En revanche, c'est quand même intéressant de voir donc à nouveau, donc sur le devant de la scène, la série Rurouni Kenshin qui revient
avec l'arc de l'adaptation en animé de l'arc de Hokkaido. Je trouve le choix toujours très atypique, on va dire, de revenir sur du Rurouni Kenshin, puisque l'auteur a quand même quelques casseroles derrière lui, on va dire. Bon, je vous passe sur toutes ces adaptations, soit qui sont des suites, soit qui n'ont du coup que peu d'intérêt. Je veux dire, effectivement, si Moriarty the Patriot, c'est assez amusant de se dire qu'il y a une suite de la comédie musicale, mais ça ne concerne pas, évidemment. Bon, une suite pour Yozakura Family, ou pour Undead Unluck, Assassination Classroom, tout ça, c'est assez peu surprenant, donc on va pas s'attarder dessus. En revanche, c'est amusant de se dire qu'il y a donc, à l'occasion de du 50e anniversaire de la série du manga Kochikame, il y a donc un nouvel animé qui est annoncé. À titre personnel, je suis très curieux de savoir si cet animé arrivera chez nous. Pour rappel, Kochikame, c'est un des mangas du Jump les plus connus au Japon, et en France, c'est relativement inconnu. Il y a effectivement des fans qui en ont déjà entendu parler, mais globalement, le manga Kochikame est un manga qu'on ne verra probablement jamais adapté chez nous parce qu'il est trop long et le sujet est trop spécifique puisqu'on suit les aventures au quotidien d'un commissariat de quartier, entre autres d'un flic un peu magouilleur, quoi, un peu filou sur les bords, voilà, mais qui a bon fond, hein, évidemment, ça reste un bon flic, mais voilà. C'est vraiment un manga de gag, et c'est un manga et de gag, et très très situationnel, et très très japonais, avec un dessin assez particulier, pour toutes ces raisons, et en plus très très long, puisqu'on est largement au-delà des 100 tomes. Pour toutes ces raisons, il ne sera jamais adapté en français chez nous, a priori, mais ça n'empêcherait pas potentiellement de voir l'animé arriver, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça se trouve, une fois que l'animé arrivait, si l'animé arrivait, pardon, et qu'il rencontre un succès, si ça se trouve, un éditeur essaierait de le sortir, pourquoi pas en arc, comme le fait Kurokawa avec Hippo et avec Yowamushi Pedal. Bon, Jujutsu Kaisen, ça continue, c'est normal. Oblivion Battery, on s'en fiche. Marianne Toxin, pareil, tout ça, peu d'intérêt. Le retour de Blue Exorcist, bon, à titre personnel, ça me fait plaisir. Je m'arrête dessus un instant. Mais à nouveau, l'idée n'est pas de s'arrêter sur les suites de séries dont le succès est déjà connu. Voilà, pareil pour le final arc de l'animé de Jujutsu Kaisen. Personne ne doutait que il allait y avoir une suite. Je veux dire, Jujutsu Kaisen, c'est un des titres qui cartonne. Il n'y a pas de raison que l'anime n'aille pas jusqu'au bout. On note quand même du coup donc un petit teasing visuel sur l'anime de Kindergarten Wars qui arrive prochainement. Voilà, donc le manga à succès qui est déjà chez Kiun. Kiun qui a un autre truc dont on va parler ensuite après. Donc pareil, une saison 3 pour Mashle. Alors moi ça me surprend toujours autant parce que, tout comme Prince of Tennis d'ailleurs, c'est des mangas, je ne comprends pas pourquoi ils existent, mais ça c'est ça ne me concerne que moi. Un reboot de World Trigger. Bon, Phantom Buster, pareil, un animé, c'était pas hyper surprenant. Sakamoto Days, on est sur la saison 2, donc c'est normal. Hop, Witchwatch, Yuana, Polar Opposite, on continue, voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des suites, donc on n'est pas surpris. Ah, hop, Spy Family, ça alors, vraiment, quelle surprise. The Elusive Samurai, effectivement, voilà, avec un rebroadcast de la saison 1, ça donne un peu l'impression que la série n'a pas trouvé son public, mais qu'on insiste encore un peu. On verra bien, hein. Dan, c'est normal, ça continue. Et Bleach, le final arc, qui va redébarquer. De toute façon, nous, on sait que ça arrivera chez nous sur Disney et que personne n'en entendra parler. Black Clover, voilà, pourquoi pas. Hein. Black Torch, ça, c'est un peu plus surprenant. Voilà. Et donc, évidemment, pareil, on va donc avoir l'animé de Akane Banashi qui arrive. J'avoue que je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Parce que, je vous le dis, hein, pour moi, Akane Banashi, c'est vraiment le Hikaru no Go des années 2020. D'ailleurs, on va se mater le on est sur un trailer qui a été complètement prévu pour l'international également. Et ça c'est intéressant concernant les ambitions qu'ont les producteurs de l'animé
concernant Akane Banashi. Parce que si l'animé était produit uniquement pour l'étranger, enfin uniquement pour le Japon, comme beaucoup d'autres trailers, on n'a pas regardé d'ailleurs en amont, le trailer aurait dû être entièrement en japonais. Là, le trailer est déjà prévu, alors qu'on est à l'occasion de la Jump Festa, il est déjà prévu pour qu'il soit partagé sur Internet auprès de tout le monde, et en particulier auprès d'un public non japonais. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que vraiment là-dessus, Shueisha vise un succès dès le début. Regardez, on va vérifier ça, ce que je raconte avec un autre trailer à côté. Le trailer de Six Time sortait par aussi diffusé sur d'autres plateformes, c'est sûr. Mais Crunchyroll, là, enfin, mais avec Akane Banashi, là, Shueisha et les autres personnes du comité, d'ailleurs, est-ce que par hasard, bougez pas, est-ce qu'on a des noms, donc pas sur le poster évidemment, mais est-ce que dans le trailer on aurait... Ah, mince. Alors, est-ce que par hasard, on aurait des noms qui apparaîtraient... Non, on n'a pas de société. Je m'étais dit peut-être qu'on aurait eu des noms qui seraient apparus de sociétés impliquées dans le comité, mais là, on les a pas. En tout cas, vous voyez que avec Akane Banashi, clairement, là, on vise à nouveau ce que je vous disais, des réactions à l'international, puisque les textes au sein même de la bande-annonce sont écrits directement en anglais, y compris le logotitre. Le logotitre Akane Banashi est déjà écrit en romaji avec le texte en japonais à côté. Donc vraiment, on vise tout de suite une diffusion à l'international. Attendez, tiens, on va vérifier un autre truc. Il est évident que One Piece, le marché international est visé. On le sait déjà, puisque l'animé est déjà diffusé, que ce soit sur des chaînes de télé locales ou même tout simplement Netflix, puisque Netflix avait les droits sur l'arc précédent. Donc clairement, on voit bien que il y a une stratégie marketing très spécifique qui est développée pour Akane Banashi. Je suis très très curieux de voir si ça va marcher ou pas, mais je trouve ça très malin, parce qu'à nouveau, je pense que Akane Banashi a vraiment la possibilité de marquer les esprits, et par son thème, et par le traitement des personnages, même si le traitement est très classique. Je pense que le manga est capable de marquer les esprits, parce que tout simplement, le Rakugo, c'est atypique, et que c'est bien traité, et que les personnages sont attachants. Donc on va voir. Donc ça c'est fait, et en vrai, je suis allé très vite, je suis allé très très vite, parce que tout le reste, là, c'est... Non, ça on l'a fait. Bon, Arms, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Non, écoutez, oui, ça me paraît logique en même temps. On a fait une petite heure et demie de streaming, ce qui correspond à du temps. Effectivement, on n'a pas fait d'aparté, on n'a pas fait de digression, dans la mesure où vous avez été assez sage durant le visionnage. Du coup, ça ne me choque pas non plus qu'on arrive déjà à la fin. Alors, je vais faire, comme je fais toujours, un petit tour là sur les réseaux pour voir tout simplement si pendant qu'on discutait, il n'y a pas une ou deux news absolument capitales qui viennent d'émerger et qui vaudraient le coup d'être discutées tout de suite. Mais ça me paraît sinon ensuite un bon moment pour terminer l'émission. On va regarder tranquillement, ne bougez pas, vous inquiétez pas. Mais écoutez, tout ça me paraît pas mal. Tac.
Je vois pas grand chose. Eh ben écoutez, je crois que ça va être tout pour moi, hein. Ça va être tout pour moi. Non, non, très bien. Très très bien. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Voilà, on va pas allonger l'émission de manière artificielle. Je vous remercie de m'avoir rejoint ce matin pour la matinale. Voilà, je vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain pour une nouvelle matinale manga, durant laquelle on redébriefera à nouveau une semaine d'actualité. Et si justement aujourd'hui j'ai raté des sujets majeurs et que je découvre ça dans 3 quarts d'heure, et bah on en parlera mercredi prochain. Je vous donne rendez-vous mercredi, pas du tout mercredi, vendredi, évidemment, sur la chaîne YouTube, parce que ce coup-ci, je mettrai en ligne un nouvel épisode d'une minute pour un manga. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre mon rythme hebdomadaire. Je vous souhaite évidemment de passer une très bonne semaine. Je vous dis comme toujours, prenez soin de vous. Voilà. Et puis surtout, en attendant la semaine prochaine, eh bien, lisez plein de mangas. Bye bye.